est toujours très à l'affût de ce qui bouge sur le marché, de pouvoir tester des choses par rapport à nos contextes, par rapport à nos besoins. Donc en fait, je pense que l'équilibre, il est vraiment à la fois dans bien sentir les besoins de nos métiers, les sujets sur lesquels on peut apporter des solutions, tout en suivant tout ce qui est évolution du marché sur le plan technologique, sur le plan des algos et des évolutions qui sont apportées pour faire le bon match entre les deux. On ne fait pas juste la tech et l'IA pour se faire plaisir, il y a bien le lien métier qui est indispensable et donc c'est par la bonne coordination et la bonne connaissance des deux aspects qu'on arrivera à tenir la meilleure feuille de route, à avoir le plus d'impact. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode du Deep Talk. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai une invitée de marque. Je vais vous la faire en storytelling. C'est une femme. Elle a fait toute sa carrière en banque, une grosse partie de sa carrière dans le groupe BPCE. Elle est ensuite passée à la Caisse d'épargne Normandie pour finir chez Honey Bank. J'ai le plaisir d'accueillir Magali Cordier. Enchantée Magali. Enchantée, bonjour Rémi. Je suis ravi de t'avoir. Comment dire, on s'est rencontrés par un hasard, je crois, si je dis pas de bêtises, et puis on a échangé. Je t'ai proposé le podcast, tu as accepté tout de suite, donc c'est génial. J'ai déjà eu des invités dans le groupe BPCE, et du coup c'est hyper intéressant de savoir un peu ce que vous faites vous, ce que c'est Honey, parce que c'est vrai que les spectateurs ne sont pas forcément, et les auditeurs ne sont pas forcément au courant de ce que c'est Honey. On a tous cette petite idée de ce petit logo vert qu'on voit sur nos sites de e-commerce par exemple, mais tu pourras peut-être nous en dire un petit plus. Bien sûr. Je te laisse la parole Magali. Ça marche. Merci beaucoup déjà pour l'invitation, Rémi. Effectivement, une rencontre par hasard et le hasard fait bien les choses. Beaucoup de points en commun et j'espère pas mal de sujets très intéressants à discuter dans ce podcast. J'en doute pas. Vraiment, merci pour l'invitation. Un petit mot peut-être sur mon parcours rapidement. Donc, merci aussi pour l'intro. Effectivement, donc, j'ai un parcours plutôt groupe BPCE et data de A à Z jusqu'à aujourd'hui parce que c'est vraiment un sujet de passion. Donc, la data, c'est par choix depuis un bon moment pour moi, depuis la fin de mes études. Et alors, la banque, je vais te faire une confidence, en fait, c'est par hasard. Donc, des rencontres vraiment passionnantes, des personnes qui m'ont permis de développer mes compétences, de me pousser dans mes retranchements, de développer des opportunités professionnelles. Et donc, je suis restée dans le groupe BPCE et dans la banque par choix et grâce justement à ces rencontres et ces opportunités, avec toujours comme fil conducteur la data, sans spécialement venir sur un domaine en particulier. Donc, toujours avec cette caractéristique de toucher à la data, que ce soit marketing, finance, risque. Et justement, ce qui me passionne, c'est de pouvoir mettre la data au service des différents métiers. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Alors, moi, je viens de la data aussi. C'est pas mon podcast, mais tout le monde sait que j'ai fait de la data quand j'étais plus jeune. La data, c'est tellement transverse. Et c'est tellement quelque chose qui touche toutes les couches de l'entreprise. Ouais. Et c'est ça qui est sympa. Parce que du coup, on la retrouve partout. Tu as parlé des RH, tu as parlé de la finance, du réglementaire aussi, parce que c'est des sujets qui sont très importants dans la banque. Et la data, ça a cette spécificité qu'on ne s'ennuie jamais, en fait. Il y a toujours de l'actualité. Et puis, par les développements aussi récents qu'on peut voir, tous l'essor autour de l'intelligence artificielle, et je pense qu'on y reviendra aussi, forcément, il y a beaucoup de change, il y a beaucoup de transformations, de cas d'usage, d'applications. Et en fait, moi, ce qui me passionne, c'est ce côté de pouvoir amener des choses qui soient utiles au business, utiles au métier, grâce à la data et à tout ce qu'on peut faire avec. Donc, effectivement, groupe BPCE, la fusion Caisse d'épargne Banque Populaire est passée par là. Ça a un peu rebattu les cartes. Et donc, j'ai refait quelques années à l'organe central du groupe nouveau, devenu Violet, toujours autour de la data, de la qualité de données, avec cette particularité en étant dans cette structure organe central, de pouvoir aussi vivre de l'intérieur le groupe mutualiste, l'animation des banques populaires et des caisses d'épargne, dont j'ai eu l'occasion de faire le tour de France plusieurs fois pour différents projets. Et j'aime beaucoup aussi ce côté, tu évoquais les régions, le côté culturel aussi de chaque région, de chaque équipe dirigeante, et c'est vraiment passionnant. Et j'ai eu la chance, effectivement, l'opportunité de rejoindre la Caisse d'épargne Normandie. Donc là, on est en 2017, pour créer la première direction data du groupe. Donc voilà, on m'a fait confiance pour ce beau challenge. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup là-dedans, donc il y a la notion de création, de pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau et aussi de me rapprocher de ce que j'appelle la vraie vie de la banque, les agences, le quotidien de ce que vivent les conseillers. Et c'est finalement d'autres cas d'application que ceux qu'on peut voir depuis une structure organe centrale qui a également beaucoup d'intérêt, mais sur des sujets qui sont c'est très intéressant ce que différents. tu dis, parce que j'avais un invité qui était là et qui disait la même chose que toi, pareil, dans un autre groupe bancaire qui a commencé par le guichet, qui était sur le terrain, et qui m'a dit, en fait, c'est quand on a commencé dans le terrain, ou quand on est passé à un moment donné dans sa carrière dans le terrain, on comprend tout de suite les problématiques des personnes. Et dans les sujets qu'on va évoquer plus tard sur l'IA, c'est hyper intéressant, c'est hyper important de comprendre pourquoi on fait ça, et
à qui à qui ça va bénéficier tout ça. Exactement. Pour être pertinent, finalement, il faut qu'on ait voilà, cette bonne notion. Et c'est vraiment aussi un credo très fort pour moi et qu'on véhicule tous les jours dans les équipes, cette proximité entre le métier, quel qu'il soit, et nous, équipe data. Vraiment, c'est l'alliance des deux qui fait que derrière, on peut avoir de l'impact et apporter les bons use cases. Donc, ce petit passage en Normandie. Passage en Normandie, à peu près 5 ans, passionnant. Puisqu'on parle de région, déménagement aussi de la famille à cette période-là. Et puis plus récemment, donc ça fait un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai rejoint effectivement Oné. Donc là aussi, création de direction. Donc besoin de structurer et d'organiser la data pour l'ensemble du groupe Oné. Juste pour Onet, pour que Ouais. nos auditeurs comprennent, Onet, je crois que c'est un regroupement de 2 entreprises ou ça a été un rachat ou... Alors en fait, Oné, pour ceux qui connaissent, c'est Ouais, l'ancienne Banque Accor. d'accord. Créée en 1983 par le groupe Auchan. Donc pour toute cette partie justement, faciliter le paiement pour voilà, l'ensemble des commerces, pas que Auchan, mais vraiment du groupe Auchan et donc de la galaxie AFM. Et oui, plus récemment, donc là on est en 2019, prise de participation majoritaire du groupe BPCE dans Banque Accor devenu Oné depuis. Et donc tu faisais référence tout à l'heure, le petit logo vert que vous voyez sur Exact. pas mal de sites de e-commerce, aussi dans des magasins, puisqu'on est présent à la fois online et en magasin, essentiellement donc sur des solutions de financement, donc de paiement, de crédit conso, également certaines cartes de fidélité. Peut-être citer comme ça rapidement quelques enseignes, mais vous nous trouvez évidemment chez Leroy Merlin. Souvent, vous avez des totems où on vous présente au nez pas loin des caisses. Auchan, j'ai cité, on peut donner Electrodépôt et beaucoup de sites de e-commerce. Alors là, je ne vais pas me lancer On va pas lancer dans la là-dedans, liste, non. mais au nez, aujourd'hui, on est présent donc, dans une dizaine de pays en Europe. Ce n'est pas uniquement français, on est bien sur le territoire européen. Et donc, quand je dis je ne vais pas me lancer dans la liste, en fait, on a plus de 37 000 partenaires, Waouh. commerçants partenaires. Et donc le modèle, comme je commence à l'expliquer, il est en B2B2C. Et si on parle cette fois de clients finaux, on est à 6,7 à peu près millions de clients sur l'Europe. Donc c'est C'est assez, énorme. assez Donc, significatif beaucoup et de données. un des acteurs vraiment majeurs du Ouais. financement du commerce. Donc, beaucoup de data. Et donc beaucoup de data. D'où l'intérêt que tu Énormément regroupes et que de je devienne data. le Chief Data Officer de Onet. C'est ça, c'est ça. Et donc, lorsque je suis arrivée, alors c'est pas qu'on se préoccupait pas de data chez Onet précédemment, mais l'organisation en termes de data était un peu dispersée. Et donc, l'idée, c'était effectivement de faire cette direction data internationale. Aujourd'hui, les équipes de la direction, elles sont à la fois en France, alors du côté de Lille, à Croix, où est notre siège social, également sur Paris, et puis à Madrid et à Lisbonne. On a une seule direction data pour l'ensemble de ces pays. Et pour les autres pays sur lesquels on opère, on a des relations avec les équipes sur place. C'est hyper intéressant. Du coup, la question qu'on se pose souvent, généralement, quand on récupère une équipe comme ça, c'est comment organiser la data, comment gérer la data office, est-ce qu'on est une structure centralisée, décentralisée, toutes ces questions-là que tu as dû prendre à bras le coup quand tu es arrivé, à bras le corps, hein, quand tu es arrivé du coup chez Onet. Tu peux nous en Oui, dire un peu ouais, plus? exactement. Et alors, bon, il n'y a pas forcément de modèle unique, véritable, Ouais. qui fonctionnera partout, hein. L'idée, c'est vraiment de s'adapter par rapport au contexte. Donc, dans les convictions, en fait, on a effectivement rassemblé des équipes data au sein d'une direction. C'est pas pour autant que, je vais y revenir juste après, que tout est centralisé derrière dans le mode de fonctionnement. Et j'allais même dire, surtout pas, en fait. Donc, la vocation, voilà, notre raison d'être au niveau de la direction data, c'est vraiment de permettre à chacun d'avoir accès à la data et de pouvoir l'activer par rapport à ces différents cas d'usage. Une fois qu'on a dit ça, on a structuré une stratégie avec, on va dire, 4 piliers principaux. Premier point, donc en faisant l'état des lieux, comme tu imagines, en arrivant, on a assez vite identifié qu'il fallait qu'on renforce un certain nombre de fondamentaux. Quand je dis fondamentaux, c'est notamment tout ce qui est structurer les socles de données, les enrichir pour rendre la data ici accessible et ensuite pour qu'elle soit utilisable, interprétable. Sur ce pilier de renforcer nos fondamentaux, on vient également mettre en place tout ce qui est autour de la gouvernance, de la connaissance des données, de la qualité de données aussi, pour que nos métiers, ensuite utilisateurs, aient la confiance dans les données qu'ils utilisent. C'est vraiment un prérequis que d'avoir des structures de données qui soient solides, fiables, manipulables et accessibles. Donc toute cette partie-là, c'est vraiment le premier pan de notre stratégie.
Et puis la confiance, donc elle est indispensable. Sans confiance, pas d'usage. Le deuxième pilier, évidemment, ce sont les usages. Mhm. Et les usages, là, on couvre l'ensemble des typologies d'usage de données qu'il peut y avoir dans toute entreprise. On pense évidemment à tout ce qui est autour de l'analytique, avec des profils type data analyst. Je vais mettre pas très loin tout ce qui est autour des tableaux de bord, de la BI. Et donc, sur cette activité-là d'analytique et de BI, on est organisé avec plutôt un centre d'expertise dans la direction data, équipe assez réduite, quelques personnes expertes, qui posent également les guidelines, le cadre d'exercice, on va dire, de l'activité, et qui sont en soutien de data analystes qui, eux, sont répartis dans les directions métiers. Donc là, on est dans un modèle que je vais appeler plutôt fédéré, Mhm. où on est en quelque sorte sur le modèle un peu voilà, avec un orchestre, chacun joue sa partition, et puis on a dans la direction data, on bat le tempo, on pose le cadre et on donne, par exemple, sur Power BI, qui est notre outil pour la BI, les bonnes pratiques, la façon de publier des reports, comment est-ce qu'on documente les KPI, ce genre de choses. Et on véhicule tout ça auprès de communautés qu'on anime et qui sont dans les directions métiers. Du coup, hyper intéressant, très complexe, hein, on rentre dans des détails, hein, mais c'est vrai qu'on on a une audience qui est Si c'est assez un peu trop, technique. tu me dis, mais Pas il n'y a du pas tout, de c'est souci. très intéressant. Enfin, moi, si ça me perd pas, ça perd pas les auditeurs normalement. Ça On a marche. ce bon public-là qui comprend bien la data. Par rapport au groupe BPCE, toi tu viens du groupe BPCE, tu as Ouais. connu la caisse d'épargne. C'est plus petit, c'est plus agile. Et c'est quoi votre relation aussi que vous avez? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est quoi la relation que vous avez avec BPCE? Est-ce que du coup, ils vous aident sur certains sujets? Est-ce qu'ils vous apportent du support? Est-ce qu'ils vous apportent des guidelines, des bonnes pratiques, par exemple? Oui, bien sûr. Enfin, alors, le fait de faire partie du groupe BPCE, c'est Ouais. sincèrement une très grande force. Je vais dire, c'est vraiment un modèle qui est gagnant-gagnant, en Mhm. fait. Donc oui, côté ONE, on a une informatique autonome, on a des équipes voilà, en proximité, métier, IT, data, qui nous permettent de mener un certain nombre de use cases de manière plus agile, effectivement, que ce qu'on peut faire au niveau d'un groupe comme BPCE. Et donc, dans un certain nombre de cas, on va dire qu'on sert un peu de poisson pilote, et Mhm. c'est grand volontiers, parce que nous, on a cette capacité aussi à pouvoir emmener les sujets, innover, et derrière avoir du retour d'expérience à faire vers BPCE. Donc il y a pas mal de sujets sur lesquels on fonctionne de cette façon-là. Et dans l'autre sens, on est aussi extrêmement intéressé par la force de frappe que peut avoir le groupe sur un bon nombre de sujets pour lesquels on n'a pas forcément cette capacité. On y reviendra peut-être plus tard dans le podcast, mais sur des sujets qui sont vraiment très importants pour nous autour de l'acculturation, eh bien, BPCE propose des contenus sur lesquels on peut Ouais. s'appuyer. Je vais refaire un rebond sur Power BI, outil vraiment très important pour tout ce qui est data visualisation chez nous. On a fait le choix d'avoir cet outil-là Mais unique. c'est quelque chose Et qui ressort beaucoup. BPCE, là Mhm. également. Du coup, on bénéficie de l'animation, de Ouais. communauté, de l'expérience du groupe également. Il y a bientôt une plénière qui rassemble les acteurs autour de Power BI dans le groupe. Eh bien, on bénéficie de ces événements-là et on apporte, nous aussi, notre contribution, notre expérience. Donc, c'est vraiment un effet gagnant-gagnant, miroir sur certains sujets. Et on est systématiquement, nous, à informer le groupe de ce que l'on fait. On va certainement aussi parler d'intelligence artificielle un Un peu tout plus petit tard. peu, hein, Un c'est tout juste petit peu, on se garde un le petit thème 5 du minutes. podcast. Et donc, sur ces sujets, on partage évidemment notre roadmap avec BPCE. Et là aussi, il y a grand nombre de synergies qui sont en place et qui nous permettent, nous, d'avancer plus vite qu'on ne Ouais. pourrait le faire seul. Et BPCE de nous... Une question, du coup, vous avez votre propre data platform, Ouais. ok, avec votre propre J'allais venir. stack, Pour la stack data, on partage aussi notre stack pour revenir sur la question bien avec sûr. Synergie Mm. BPCE et Interaction. On partage évidemment notre stack data auprès de BPCE. On est en écart sur certains outils, sur les mêmes choix pour d'autres. Et en soi, c'est pas une problématique, c'est pas une difficulté. Ce qui Mhm. compte, c'est de pouvoir le partager, en être conscient, identifier là où c'est pertinent. Et souvent c'est pertinent pour les deux parties de converger. Et dans un certain nombre de cas, on garde nos écarts. Non, je termine rapidement. Donc les fondamentaux avec la notion de confiance. Les usages, tu me demandais sur notre Ouais. organisation. Je disais tout ce qui est analytique et BI, on est donc sur une organisation qu'on appelle fédérée, équipe experte direction data, mais vraiment avec des data analystes un peu partout dans l'entreprise qu'on vient soutenir, animer, mais qui sont pleinement autonomes. Sur l'intelligence artificielle, je voulais juste en venir là. On a une organisation qu'on appelle plutôt centralisée. En fait, les data scientists aujourd'hui sont, alors, sauf pour les modèles réglementaires risques, où ils sont à la direction des risques, mais autrement, ils sont pour l'ensemble des data scientists dans la direction data, donc modèle centralisé
au service des métiers. Et là, on retrouve, c'est vraiment quelque chose qu'on leur demande fortement, Mhm. le besoin d'être en interaction très fréquente, en bonne compréhension des enjeux métiers. Donc, c'est oui des spécialistes de l'algorithmie, de la stat, de l'IA, mais on a vraiment cette préoccupation très forte de faire le lien côté métier de manière très fréquente. Donc, fédéré sur analytique et BI, centralisé sur la partie plutôt IA. Je reviens à mes 4 piliers, les fondamentaux pour la confiance, les usages et donc le développement des usages. Et pour développer les usages, une de nos convictions assez fortes, c'est qu'il faut que chacun ait conscience des opportunités qu'offre la data. Et donc ça m'amène au troisième pilier qui est très important aussi chez nous, qui est autour de tout ce qui est acculturation, développement des compétences, développement des expertises également. Donc celui-ci, on pourra peut-être revenir un peu tout à l'heure, mais je pense vraiment que ça participe à la stratégie et que si on manque cette partie acculturation des Ouais, équipes, eh bien, clairement. Mhm. on loupe une case pour embarquer Ouais. vraiment la data et le On fait peut que la faire tout data ce qu'on soit veut, à la si derrière ferme personne de ne tous. l'utilise, ça sert à rien. Voilà. Et le dernier, puisqu'on est quand même dans le monde bancaire, on en parle depuis tout à l'heure, c'est un pilier qui est réglementaire, Ouais. qui finalement sous-tend aussi les 3 autres piliers. Alors, on est bancaire, donc on a un certain nombre de réglementations en plus, BPCE, groupe systémique, donc telles que, je ne rentrerai pas dans le détail promis, mais des réglementations autour de Bâle, comme BCBS 239, des choses comme ça, qui nous invitent à être vraiment nickel sur tout ce qui est gouvernance, qualité de données, s'assurer que les reports sont des bons appuis que l'on peut prendre pour la prise de décision. Et puis, puisqu'on travaille la data, quand bien même on ne serait pas bancaire, eh bien, il y a toutes les réglementations autour du RGPD, de l'IA Act et toutes ces choses-là qui s'appliquent aussi à nous. Et donc, l'importance dans le fait de respecter la réglementation, c'est aussi parce que tout ça est vertueux en termes de confiance, ça renvoie à nos valeurs, aux notions d'éthique aussi qui sont vraiment indispensables. C'est pas la réglementation juste pour cocher la case et prendre la contrainte, mais aussi vraiment sincèrement comme des leviers d'opportunité. Il y a deux piliers qui m'intéressent. Le pilier IA, j'aimerais bien Ouais, qu'on rentre en détail dessus, et le pilier acculturation qui est hyper intéressant. La ouais, réglementation, je le laisserai pour un podcast spécialisé sur la on réglementation. pourrait, on pourrait. Mais du coup, si on rentre un peu dans donc, une bonne structure au niveau de la data, une data plateforme comme je l'ai dit tout à l'heure, Ouais. et du coup sur l'IA, du coup on parlera un peu des outils sur l'IA aussi, parce que c'est hyper intéressant de voir Mhm. comment vous avez pu mettre ça en place. Euh, sur la partie IA, il y a cette révolution de l'IA générative qui est arrivée maintenant, qui date d'il y a 2 ans. On sait que tout le monde s'est mis un peu en marge de bataille sur ces sujets-là. Qu'est-ce que ça implique chez Honey, l'IA générative, et qu'est-ce qui a été mis en place? Ok. Alors déjà, l'IA dans son ensemble, effectivement, donc tu le disais, entreprise très digitale, beaucoup de data, énormément d'opportunités pour Ouais. nous et pour nos métiers et nos clients évidemment autour du développement d'un certain nombre de use cases. Euh, et en fait, et c'est très bien, hein, on peut avoir une impression que ça foisonne aussi de partout parce que des use cases, on peut en trouver dans énormément de périmètres et donc voilà, besoin aussi de pouvoir structurer autour de tout ça. Donc on s'est doté d'une démarche qu'on appelle une démarche de portfolio IA. Donc on a une animation qui est centralisée pour s'assurer qu'on a un point de référence Mhm. avec vraiment notre portfolio des use cases IA et que les cas d'usage que l'on embarque sont des cas d'usage pour lesquels on a estimé que la valeur était au rendez-vous, que derrière, en termes de pertinence, on allait bien obtenir des leviers, que ce soit d'efficacité, de satisfaction client, de développement de business et tout ce genre de choses. Donc le portfolio IA, aujourd'hui, c'est une centaine de solutions pour Honey, pour nos différents métiers. Donc ça peut être des solutions qui sont encore en cours de développement, en cours de projet ou qui sont déjà en production. On en a plus de 80 qui sont aujourd'hui en production. Et donc on s'assure de couvrir tous les champs et encore une fois d'apporter notre contribution là où l'impact, là où l'apport de valeur va être le plus important. Et donc, on a des cas d'usage autour de l'IA pour le client, pour nos équipes relations clients. On a beaucoup d'interactions avec nos clients qui se font à distance, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, que ce soit également au travers de notre application ou de notre site internet. On a l'IA pour tout ce qui est fraude, risque, pour nos équipes AI for IT aussi, pour nos usages internes. Et également, on n'oublie pas nos collaborateurs avec tout un pan autour de l'IA, alors qu'on qualifie d'IA pour tous ou Ouais. d'IA pour nos collaborateurs.
sur chacun de ces sujets-là. Donc on a une grille d'évaluation qui nous permet d'acter qu'on entre dans le portefeuille IA. Et puis ensuite, on suit en mode en solution, donc en mode produit assez classique, les différentes phases de développement. Sur ces sujets d'intelligence artificielle, il y a une autre question qui est vraiment essentielle, c'est comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce Ouais. qu'on fait tout maison? Est-ce qu'on s'appuie sur des solutions externes? C'est ce que j'allais te poser comme question, du coup. Ah bah pardon, je te la fais même avant que tu la Mais poses. voilà, c'est pas grave. Mais c'est vrai Excuse-moi. que c'est ce qu'on a vu en une question qui 2025, vient quoi. très Est-ce naturellement. qu'on Et fait ou donc, pas? voilà, première étape, c'est on a un ensemble de cas d'usage. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Et donc là, on se coordonne avec les différentes directions métiers par notre grille d'évaluation qui nous permet de positionner en termes de faisabilité et valeur les solutions sur lesquelles on souhaite investir. Ça va, partir en termes de développement. Et donc, c'est pas forcément du développement maison, ça va vraiment dépendre des use cases. Donc, on n'a pas de dogme à tout faire nous-mêmes, à tout prendre sur des solutions externes. Et donc, le make or buy, on a même créé une troisième catégorie. Je vais revenir au groupe BPCE, qui est très important pour nous. On a créé une catégorie qu'on a appelée Capitalize. Ah, celle-là, je la connais pas. Et ouais, c'est du spécifique au nez. Et spécifique groupe BPCE, parce je veux me dire qu'on est assez fiers de ça. En fait, le make, donc développement interne, je pourrais illustrer si tu veux avec un exemple après. Le buy, s'appuyer donc sur des solutions du marché qu'on a déjà ou qu'on acquiert spécifiquement pour le use case. Et le capitalize, c'est la force du groupe, des solutions qui sont développées par exemple par BPCE et qu'on peut soit en l'état ou soit en faisant quelquefois des adaptations offrir à nos collaborateurs, à nos clients et donc bénéficier là de la force du groupe et capitaliser sur les solutions qui ont été développées par le groupe. Pas bête. Intéressant. Et sans vouloir trop insister sur la réglementation, cette notion de portfolio, elle nous permet aussi de nous assurer de la conformité IA Act, parce que donc sur l'ensemble de nos solutions IA, on évalue s'ils entrent ou pas dans le cadre de la réglementation de l'IA Act. Est-ce que tu pourrais du coup nous donner un exemple de chacun de ce triptyque, Oui, on peut faire Make, ça. Buy et Capitalize, pour qu'on puisse comprendre un peu ce que ça représente? Oui, très bien. Alors sur le make, je vais choisir un sujet sur lequel on est encore en cours. Il va y avoir différentes phases. C'est un projet qu'on a appelé l'orchestrateur 360. En fait, la baseline, c'est comment offrir à nos clients les meilleures propositions, les plus pertinentes pour eux, quel que soit le canal de contact. D'accord ? Et donc, on a développé des algorithmes en interne avec notre équipe data science et une contribution d'ailleurs des data scientists aussi BPCE. Donc, des algos qui nous permettent de déterminer le potentiel client et puis l'offre qui est la plus adaptée en fonction du canal, en fonction du moment de contact, soit pour du reuse de certains produits que le client a déjà, pour de l'upsell, du cross-sell. Et on a franchi un cap là. Donc, c'est un projet qu'on a lancé finalement, c'est pas si vieux que ça. On l'a lancé, alors vraiment le début de la réflexion, c'était été 24, mais le temps de cadrer un peu tout ça, de savoir où on voulait aller. On va dire qu'en novembre-décembre de l'année dernière, on avait posé une première feuille de route. Et là, c'est assez récent, ça date de fin septembre. On a mis en ligne donc, pour les collaborateurs de la relation client, cet outil d'orchestrateur 360, si bien que lorsqu'un client appelle nos équipes relations clients, donc on est sur le contact téléphonique, le conseiller a une pop-up qui vient s'afficher sur l'écran avec la détermination d'une proposition à faire au client, donc sur base du moteur qu'on a entraîné derrière et qu'on a connecté avec l'interface de nos collaborateurs en relation client. Donc ça, c'est depuis septembre. Les retours sont vraiment très bons. Et ce moteur-là, il va aller chercher l'historique du client? Oui, l'historique du client, des contacts, des éléments de profil. Enfin, en fait, on vient rassembler vraiment un gros rag de tout pas ce qui a mal été fait, de données derrière pour déterminer la meilleure proposition à lui faire. Et là où c'est assez chouette, alors on est au début, on est encore sur des phases d'apprentissage aussi de la solution avant de la généraliser. Là, on est sur une phase qu'on va appeler pilote. Mais les retours des conseillers sont vraiment très bons dans le sens où on vise juste vraiment dans de très nombreuses proportions, ce qui est très bien. Et on arrive aussi à concrétiser dans des pourcentages qui sont assez chouettes. Donc, on attend encore un petit peu d'avoir plus d'expérience sur le sujet pour la généralisation, mais on est très bien parti. Et ce qui est chouette, c'est que donc, ce moteur, on va l'enrichir en termes de produits, en termes d'offres et aussi en termes de canaux. Donc, on va derrière pouvoir travailler toute la partie opportunité commerciale avec nos équipes marketing, bannières affichées sur le site, sur l'application, pour que nos clients aient... c'est un peu la recherche permanente d'avoir la meilleure proposition au meilleur moment, la plus adaptée, la mieux personnalisée. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Quelque chose qu'on voit beaucoup, l'amélioration du service client. Le ROI, il n'est pas palpable tout de suite, mais c'est vrai que
c'est un ROI plutôt dans la manière dont les clients vont voir la marque et vont voir le service et vont être Exactement. beaucoup plus satisfaits en fait. Donc, c'est pas forcément Exactement. financier, mais c'est peut-être pour la fidélisation. Il y a la C'est très fidélisation, important d'avoir un service client qui soit de la qualité. satisfaction, exactement. Et C'est puis que nos conseillers aussi, qui sont les ouais, premiers utilisateurs finalement de ce qu'on produit, aussi, ouais, soient au aussi salaire interne. satisfaits dans C'est cet marrant que tu me usage-là. parles de ce cas d'usage parce que j'ai une startup qui m'a pitché ça il y a 6 mois. Et D'accord. qui voulait faire exactement ça. Et je dis que c'était une bonne idée, mais du coup, Ouais, vous l'avez développé en carrément. interne. Et du coup, Ouais. je rebondis sur ça parce que c'est le sujet toujours du make or buy. Donc ça, vous avez décidé de le développer en interne parce Mhm. que vous aviez la capacité de le faire et les compétences de le faire. Exactement. Et Du parce coup, qu'on voulait aussi garder la main ouais, derrière sur tout ce qui est évolution, voilà, faire grandir faire ensuite grandir cet cet outil, applicatif, cette cet solution. outil. Une solution plutôt que vous avez pris en buy, ça serait quoi? Une solution qu'on a pris en bail, donc celle-ci, ça fait un peu plus d'un an qu'on est dessus. On est aussi sur la relation client, dans l'exemple Mhm. que je vais prendre. En fait, nos conseillers en relation client, pour tout ce qui est traitement du mail, utilisent une solution de Salesforce. Ok. Et donc là, ben, voilà, en échangeant avec l'éditeur, en regardant aussi nos opportunités de tout Mhm. ce qui est efficacité commerciale, ouais, enfin oui, efficacité et satisfaction client, on a identifié que sur le traitement du mail, on pourrait avoir, voilà, on pouvait cranter sur un certain nombre d'indicateurs. Et donc, on a travaillé avec les équipes Salesforce pour activer le module Einstein. Et donc Qui est là, ce l'IA qu'on de vise, Salesforce. ouais, c'est ça. Et donc là, ce qu'on vise, c'est apporter une réponse pertinente par rapport à la sollicitation client par mail dans des délais qui soient les plus courts Ouais. possibles. Donc c'est l'amélioration de la durée de traitement du mail et la satisfaction client Et c'est qu'on quoi? vise C'est un avant tout. mail automatique qui est répondu ou c'est un mail pré... C'est quoi Alors qui... là-dessus, on est assez, enfin, on est assez, enfin, c'est pas prudent, c'est qu'on pense Ouais. vraiment que c'est important de garder un humain aussi dans la boucle. Donc on Avant n'est pas l'envoi. jusqu'à automatiser à Hmm. 100%. Par contre, pour faciliter le travail justement des conseillers qui s'occupent de cette activité-là, eh bien, on vient faire de la proposition. Alors c'est le conseiller qui appuie sur un bouton pour derrière activer le module et la génération du mail. Et il y a toujours human in the loop, donc Ouais, toujours. une validation humaine, éventuellement ajustement si c'était nécessaire. Mais le traitement de mail, c'est quelque chose que je vois énormément aussi. Alors, On a du volume, ouais, enfin ouais. voilà, ça dépend Et des... tout le monde a envie de traiter ses mails de manière le plus rapidement possible, les volumes d'utiliser l'IA dans ce sens-là. C'est un cas d'usage qu'on voit énormément. Un cas d'usage capitalize, du coup. J'aime bien ce terme, je vais le J'aime ressortir. bien aussi capitalize, la notion vraiment Du coup, qu'est-ce que nous apporte de le groupe? Qu'est-ce que vous a capitaliser. apporté, du coup, le groupe Ah, je vais faire BPC? juste un focus, mais Ouais, que Maya, c'est la version. Alors, je vais développer un peu après parce qu'on dit le chat GPT sécurisé ouais. à l'échelle donc IA pour tous, du du groupe coup? groupe BPCE. Donc, on est Ouais. dans la case exactement IA pour tous et pour l'ensemble donc de nos collaborateurs. Donc, on a cette chance que BPCE ait développé cette IA pour tous. C'est pas uniquement du chat GPT sécurisé parce qu'en fait, on va bien au-delà. Déjà, on peut choisir le modèle. Donc, il y a un modèle par défaut qui est paramétré dans le chat, mais on peut aussi choisir Vous êtes et agnostique changer de sur les modèle. modèles. Ouais. Agnostique sur les modèles, ça vient s'enrichir régulièrement. On a tout ce qui est upload de pièces jointes aussi pour faire du traitement sur base de pièces jointes. On a également dans les évolutions assez récentes et très prometteuses la mise en place d'assistants, un peu comme on peut l'avoir sur Microsoft via Copilot. Donc sur le portail Maya, qui est finalement un portail d'IA générative, on a le chat, on a les assistants qui peuvent être soit spécialisés par rapport à des besoins propres à chacun dans son activité du quotidien, ou aussi par rapport à certains besoins spécifiques métiers. Et donc ça permet d'activer le chat Maya, mais avec déjà des guidelines, avec déjà un prompt qui a été préformaté. Je vais peut-être te donner quelques exemples pour que ce soit un peu plus J'allais te clair. poser la On question, a ouais, ouais, justement. Ouais. un assistant sur ce qui est autour du traitement des réclamations, par exemple, donc D'accord. pour s'assurer que derrière l'interaction se fait de la meilleure façon pour récupérer et récupérer les infos et répondre à la réclamation. Et sur des sujets plus vraiment de IA pour tous, comment m'en servir au quotidien, il y a un assistant sur l'art du prompt, par exemple, Ouais, pas mal. sur tout ce qui est publication LinkedIn aussi, pour coacher un peu voilà, comment faire la On l'a tous, publication celui-là. la plus pertinente. Celui-là, on l'a C'est tous. quand même extrêmement utile. Très important, celui-là. Une fois qu'on l'a utilisé, on y a goûté, voilà, tout ce qui est priorisation de tâches aussi. Et c'est amené vraiment à se développer. Nous, Onet, d'ailleurs, on a proposé un assistant. En fait, les collaborateurs du groupe Onet peuvent proposer des assistants qui sont ensuite mis à disposition de l'ensemble du groupe. On en a proposé un, par exemple, pour aider à structurer une présentation PowerPoint partant d'un prompt dans Maya Alors et ça, ensuite c'est faire super intéressant, ces agents dans Copilot qui sont créés surtout sur la gouvernance. Ce qui va nous intéresser là-dessus, c'est comment c'est gouverné. Est-ce que tout le monde peut créer son agent ou est-ce que vous avez des champions dans chaque entité qui se chargent de ça? En fait, alors même globalement autour des IA génératives et de l'IA pour tous, donc ça c'est au niveau du groupe BPCE, et donc c'est en particulier ces personnes-là qui sont porte-parole de Maya, de ses usages, incluant la partie assistant. Maintenant, pour répondre plus directement à ta question, la création d'assistants en soi,
tout un chacun peut proposer. Donc chacun peut le concevoir, le créer dans son propre environnement. Ensuite, pour le rendre accessible à Ah oui, tous, c'est ça. il y a une gouvernance au niveau du groupe, ce qui est bien normal pour s'assurer qu'il n'y a pas de doublons, que Ouais. ce qu'on met à disposition est bien fait, etc., etc. Donc tout le monde peut créer son agence sur Copilot Tout le monde avec peut son demander à session. créer un agent et derrière à avoir, à avoir une publication Génial. Ouais. Ça va large. dans le sens de ce qu'avait dit Microsoft à l'époque de son AI Tour, c'était que ils avaient des millions d'agents qui étaient créés tous les jours et que tout le monde jouait le jeu et que c'était hyper intéressant. Et là aussi, on est dans le Capitalize, en Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Bah oui, du coup. C'était Capitalize du Capitalize. du Capitalize, du Capitalize. Ok, super, super keen. Donc du coup, pour revenir sur les... Je fais un petit pendant sur les outils. Donc sur l'IA, en termes d'outils, vous êtes sur la stack Microsoft Oui, beaucoup. avec Azure Data Factory On a ou... Azure AI Foundry, Azure Foundry, effectivement. donc vous êtes Ouais. à jour. Ok. Oui, tout à fait. Sur la partie data visualisation, c'est du Power Power BI, donc BI. toujours Microsoft. Donc Ouais. vous êtes vraiment bien ancré. Databricks aussi sur le SQL On a un peu de ou... Databricks Ouais, également. Maintenant, on est aussi client de la solution Snowflake. ok. Donc, à la fois pour Ça m'intéresse. le... Ouais, c'est Parce que c'est vraiment rare d'avoir passionnant. et du Microsoft et du Snowflake. Ouais, alors on est sur un Snowflake sur Azure. Ok. C'est très compatible, ça fonctionne bien. Pareil, l'interaction entre Snowflake, Power BI, vraiment, enfin, pas de souci de ce côté-là. Et Snowflake, c'est alors... historiquement, on est un des premiers clients français, pas le tout premier, mais un des premiers, donc ça date à peu près de 2020 par là. Et le choix avait été fait notamment pour toute la partie storage, en fait, pour derrière tout ce qui est aussi calcul distribué, avoir une meilleure performance, etc. Et par les évolutions récentes de la solution Snowflake, et nous, on a vraiment un sujet là sur lequel on avance pas mal, qui est de moderniser, d'uniformiser, de moderniser notre stack data. On est encore client de la solution SaaS, notamment pour les data analysts. Et là où je voulais en venir, c'est que Snowflake a aussi beaucoup évolué sur les dernières années. Et donc, on place vraiment Snowflake comme un outil du quotidien pour nos Ouais. data analystes. Tu me parlais de SQL. Eh bien, on fait du SQL dans Snowflake. Alors, pas uniquement SQL, du Python. Enfin, en termes de langage, c'est effectivement assez large. Et vraiment, l'outil a beaucoup évolué pour être plus une solution à mettre entre les mains non seulement des équipes IT, mais aussi des équipes data et donc data analystes dans les directions métiers. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Hein. Alors, pour revenir sur 2-3 langages, hein, mais c'est vrai que quand je dis Python, SQL, c'est les langages du moment. Il y a plus d'autres, je ne vois plus d'autres passer. C'est pas plus mal, parce que du coup, ça rationalise énormément. Et en termes de Exactement. compétences, pour nous, pour pouvoir justement recruter, et pour vous aussi, pour Ouais. pouvoir avoir des gens, c'est beaucoup plus simple. Sur la partie data analyst, c'est vrai qu'on leur donne de plus en plus d'outils. Et maintenant, on a des data analysts qui sont analytics engineers, qui sont capables d'aller chercher la donnée directement avec du DBT, par exemple. Je ne sais pas si vous utilisez ça. Mais on les voit aller chercher de la donnée, transformer de la donnée, des choses qu'ils ne faisaient pas forcément auparavant. Avant, ils s'occupaient que des rapports. Toi qui as bien connu les côtés reporting, les data analysts s'occupaient que du rapport. Et maintenant, ils font de plus en plus, on voit des data analysts plus qui sont capables d'aller faire plein de choses. Et c'est grâce aussi à la Modern Stack, parce que les outils aujourd'hui permettent et sont beaucoup plus friendly. Et donc, du coup, un data analyst qui n'est pas forcément data engineer est capable de faire pas mal de choses. Oui, tout Ça, à c'est fait. une évolution On voit du métier. vraiment Ouais. évoluer le métier et en fonction voilà, de l'appétence, de l'expertise, de la maturité aussi Ouais. qu'il peut y avoir dans certaines équipes. Moi, ce que je vois aussi, c'est, enfin, tu dis, il y a toute la partie récolte de la donnée. Alors, sur cette partie-là, nous, on est plutôt à positionner vraiment les équipes IT sur la partie qu'on appelle le socle, donc vraiment les fondements de la data, l'accès aux données qui sont utiles ensuite à tout ce qui est BI ou data analyse, même si les data analysts peuvent à la marge aussi, évidemment, rajouter des données, faire des imports de données. Ce que je vois aussi comme grande tendance, et on l'a vu aussi dans les salons récents, c'est des équipes métiers qui ont besoin d'une autonomie pour toute la partie couche intermédiaire de travail de la donnée. Ce que j'appelle couche intermédiaire, c'est partant des socles et avant d'arriver à l'usage, tout le travail de la donnée qui se passe entre les deux, avec création voilà, de petits data marts, petits ou pas petits d'ailleurs, de data marts, d'étapes intermédiaires de stockage, qui peuvent leur être utiles pour eux-mêmes, mais aussi pour des collègues, et des collègues pas forcément de la même direction. Donc ça peut être un partage avec des data analysts plus large que le périmètre de l'équipe ou de la direction. Et là, on voit vraiment émerger, nous on regarde ça de très près, toutes les notions de data product, de data mesh, et on sent, moi, je sens vraiment ce balancier où on a besoin aussi de laisser une certaine autonomie à nos métiers pour avancer sur ces couches-là, et on ne peut pas tout mettre dans le mode où il n'y a qu'une gouvernance globale entière par les équipes data et IT de l'ensemble des socles de données. Donc ça, c'est des sujets vraiment sur lesquels on est plus qu'en vigilance, en réflexion déjà bien avancée pour rendre nos métiers plus autonomes, là où ils se sentent
suffisamment mature pour l'être. Je rebondis sur ça puisque ça suit le thème du podcast et vers où je voulais en venir, c'était la partie acculturation, Mmh. formation et Mmh. recrutement. Mmh. Moi, je mets les 3 ensemble parce Ouais. que, ça va avec. Mmh. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Onet et comment vous faites aujourd'hui pour former vos équipes? Je l'évoquais à l'instant, les compétences, elles évoluent, ça évolue très vite et les compétences sont, sur le marché quand même, assez rares. Enfin, Sur ces lorsqu'on a des sujets-là, oui. postes, Mmh. voilà, ouverts en recrutement, effectivement, ça prend un certain temps que de trouver les bonnes personnes et d'arriver à les recruter. Donc on travaille pas mal, pour, ces aspects-là sur des partenariats avec les écoles. En fait, notre approche, c'est de se faire connaître, de raconter ce qu'on fait dans la data, d'expliquer nos métiers, dans, différentes écoles. Alors, pas mal sur le territoire, du nord, du côté de Lille, mais, pas uniquement, Il y a des voilà, petites écoles sympas en plus de dans ce coin. oui, exactement. Oui, Il y a on les a des DEC pour citer qu'elles. c'est ça, on est aussi présent, à Polytech, Ouais. à Centrale Lille également, dans la formation SIAD. Donc on vient dans des séquences où ils nous ouvrent leurs portes, raconter nos métiers, raconter qui est Onet aussi, tu disais tout à l'heure, on ne connaît pas forcément et d'expliquer que, la data, c'est un sujet qui est extrêmement, important pour nous, important chez nous et qu'on a des voies à leur ouvrir et des filières. On a signé aussi un partenariat, donc on va aussi, de manière plus avancée à certains, partenariats. Là, c'est, assez récent. Je vous invite à aller voir sur LinkedIn. On a signé un partenariat avec Junia aussi, qui est une école, d'ingénieurs, assez, active sur ces sujets-là, autour de la data, sur la métropole lilloise. Donc voilà, on est vraiment, assez présent à cet endroit-là. On cherche aussi à développer notre visibilité externe, pareil, au-delà des écoles, pour se faire connaître. Donc on parlait Ça tout à tombe bien, on l'heure fait un podcast. on fait un podcast, ça c'est cool. En plus, c'est un bon moment. Voilà, ça c'est sympa. Et moment assez cool aussi, Mmh. on est allé sur différents salons encore assez récemment. D'ailleurs, on s'y est croisés sur le Big Oui, Data AI, exactement. Paris. On était aussi présent au Snowflake World Tour. Et donc c'est à la fois pour, voir les tendances du marché, voir où on en est, comment le marché évolue. Est-ce qu'on est dans le game ou pas dans le game? Sur quoi Mmh. est-ce qu'on est éventuellement, en écart? Et puis, alors il se trouve que sur ces 2 salons, en plus, on a pu faire une prise de parole. Donc c'est assez chouette aussi de pouvoir nous raconter, ce qu'on fait, humblement, où on en est et comment on avance. Donc visibilité, école, visibilité, externe, ça c'est les axes notamment pour, se faire connaître et favoriser derrière tout ce qui est recrutement. Et puis l'acculturation, Ouais. j'y reviens, c'est aussi un sujet évidemment interne. Et donc là, voilà, effectivement, une conviction, très forte, chez nous qu'on a besoin d'acculturer, nos collaborateurs et donc on a créé, une communauté globale qu'on appelle le cercle data. Donc tous les collaborateurs, c'est une communauté dans Viva Engage, notre réseau social. Tous les collaborateurs peuvent rejoindre cette communauté, et bénéficier d'un certain nombre d'animations qui sont proposées par la communauté. Aujourd'hui, c'est une des communautés les plus actives de l'entreprise. Il y a quand même la moitié des collaborateurs, on est à 50%, je trouve ça vraiment remarquable, qui adhèrent à cette communauté. Donc voilà, Il y a un big vrai up aux engouement. équipes, qui animent ça. Ouais, Et il en y a un fait, vrai engouement. il y a un engouement et à chaque fois qu'on avance dans des animations, et on en a assez régulièrement, le cercle s'étend. Ouais. Et donc on ramène toujours plus de monde. En fait, le sujet, c'est que le cercle data, c'est vraiment pour démocratiser la data. C'est surtout pas pour ne parler qu'entre experts, mais bien pour véhiculer la data pour l'ensemble de l'entreprise. Et donc en type d'animation, ce qu'on propose, des webinaires, Mmh. format 30 minutes, 2 ou 3 fois par mois. On tend le micro à des experts de la data dans les différentes directions métiers, à des personnes qui veulent parler de use case, qui veulent parler de ce qu'ils Ah, font bien au ça. quotidien sur Mmh. la data. Et expliquer son job, expliquer ce sur quoi on bosse, déjà, ça permet d'acculturer. On a des bons taux de participation sur ces webinaires. On organise quelques fois dans l'année, parce que c'est un peu plus costaud, ce qu'on appelle des Data Connect. Donc, c'est Mmh. vraiment des événements, on le fait sur site et online, où on dédie une demi-journée sur des thématiques data pour vraiment rentrer plus dans le fond des sujets. On a des conférences externes, on fait des zooms sur des projets internes, sur des métiers, là aussi, pour donner un peu quelques exemples. C'est des formats qui marchent également très bien. On a commencé à développer des podcasts internes. Sympa. Voilà, bientôt diffuser un prochain podcast. Et puis, on a des animations aussi du type fresque de la data quality. On propose vraiment des choses assez variées Et est-ce que pour tu vois des toujours résultats acculturer davantage. On voit vraiment des par résultats. rapport Alors, à il y a un voir an les ou résultats, ouais. effectivement, j'aime bien la maxime, hein, voilà, you manage what you measure, hein, sans mesure, on ne sait pas Bah où oui, on c'est ça. va et d'où on Ouais. part. Ça tombe bien, on Ça a reste du fait ressenti, quoi. il y a un peu plus d'un Ouais. an, ce qu'on a appelé un barodata, donc un baromètre avec
des questions autodéclarées des collaborateurs pour mesurer le niveau de connaissance, d'appétence à la data. Et on s'apprête à refaire ce baromètre Sur voilà, l'IA. avec un peu plus d'1 an d'écart pour mesurer est-ce que les lignes bougent. Et donc la culturation, c'est le cercle data, toutes les animations qu'on a autour. C'est aussi des communautés. Je parlais tout à l'heure d'une communauté Power BI, d'une communauté sur l'IA avec le programme Gain. On a une communauté également Analytics. Donc là, on est plus en communauté d'experts pour rassembler les équipes, partager les connaissances, les bonnes pratiques, développer également les compétences. Et quand tu le disais tout à l'heure, la culturation, ça va jusqu'au développement des expertises. Et donc là, on a mis en place une Data Academy avec nos équipes RH pour voilà, rassembler, taguer les formations qui permettent de cranter les compétences en termes de data. Et on a poussé le sujet jusqu'à établir des parcours en fonction de où on est dans l'entreprise, son job d'aujourd'hui, éventuellement où on se projette demain. Quelles sont les formations indispensables, souhaitées, etc., pour aider chacun à construire son parcours. Et ça marche m'étonne pas. plutôt bien. Ça m'étonne pas parce que dans le groupe, moi, ce que je remarque aussi, c'est des longues carrières dans le groupe BPCE. Et c'est pas pour rien qu'il y a des longues carrières, c'est parce que vous mettez l'accent sur voilà, ce upscaling, rescaling, peut-être des profils, des gens qui ont envie de faire autre chose. Et vous les accompagnez, que ce soit dans les formations, que ce soit dans, voilà, dans tous ces webinaires, toutes ces sessions-là qui font que les gens ont envie de rester, ils se sentent bien en fait dans le groupe. Oui, et il y a aussi les webinaires, effectivement, au niveau du groupe. Et ça rejoint tout à fait ce que tu disais plus tôt dans le podcast. Le fait d'avoir différentes expériences, ça enrichit chacun pour dans le job suivant. Et quand on arrive dans un job data, pour nous, c'est aussi très précieux d'avoir des collaborateurs qui ont déjà un parcours ailleurs dans l'entreprise et qui apportent leurs connaissances aussi de ce mais côté-là. on sent cette humanité, on sent que c'est un groupe très humain et qui accompagne ses collaborateurs. C'est quelque chose qui revient souvent. D'ailleurs, les gens qui sont, des fois, moi je vois avec les consultants qui sortent de chez BPCE et qui font d'autres expériences, je me dis, s'il y a une mission chez BPCE, je suis OK pour y retourner. Parce qu'ils aiment bien, du coup. Ils aiment bien retourner chez BPCE. Et du coup, chez Oné, j'imagine, par ricochet. On accélère un peu sur le déroulement. Alors, on a parlé de formation, on a parlé d'acculturation. Moi, j'aimerais bien parler d'innovation, parce que du coup, ce que j'ai bien compris, c'est que on est tous bien maintenant. On a notre Secure GPT, enfin notre IA pour tous. On a nos cas d'usage. Et quand je dis nous, c'est le marché de l'IA en ce moment. Et puis, ça va tellement vite avec l'IA générative que quand on croit qu'on est bon, il y a une nouvelle innovation qui sort. Et la nouvelle innovation, c'est les agents. Le buzzword du moment, c'est les agents IA. C'est plus le RAG. Et du coup, comment vous en êtes sur les agents IA? Vous avez vu arriver, tu es assez innovante, donc tu vois ce qui se fait. Tu vois ces agents IA qui arrivent. Est-ce que vous avez des chantiers en cours? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, va révolutionner le monde de l'IA générative ou c'est juste une évolution classique de l'IA générative? J'aimerais bien avoir ton point de vue sur les agents IA. Ok. Donc oui, on est sur le sujet. On l'a évidemment vu arriver et c'est extrêmement prometteur de pouvoir projeter voilà, des interactions avec ces agents. Et en l'occurrence, alors là aussi en lien avec... BPCE a choisi de lancer différents POC, quelques POC, sur l'IA agentique pour pouvoir observer en termes de solutions, en termes de use case, qu'est-ce que ça pourrait apporter au niveau du groupe. Et il se trouve qu'au nez, on a levé la main pour appliquer l'agentique à un use case chez nous. Et en l'occurrence, c'est sur le parcours de souscription pré-perso qui est directement sur notre site internet. Donc là, on est en B2C directement. Et donc, la promesse que l'on vise à challenger de ces agents IA, ce serait de dire finalement, plutôt qu'avoir un parcours comme aujourd'hui, on a sur notre souscription de pré-perso, par étapes. C'est un peu compliqué, on va juste dire ça comme ça. Étapes aujourd'hui. Si tu vas sur notre site, tu vas faire une demande, remplir un formulaire, uploader des pièces, etc., pour arriver jusqu'à la décision. Et ce qu'on est en train de challenger, c'est de voir si l'IA agentique nous permettrait d'avoir un parcours qu'on appelle déstructuré et surtout adapté, hyper personnalisé en fonction du client ou du prospect qui vient nous solliciter. Donc plutôt que de lui dire tu rentres par l'étape A, puis après il y aura la B, et puis il y aura la C. Et si tu veux revenir sur ce que tu as mis dans l'étape A, on va peut-être pas faire retour arrière, on va créer un nouveau Alors c'est très marrant parce que je set. fais une petite parenthèse. C'est vrai que moi qui viens du digital dans ma carrière, ça a été tout un parcours du combattant pour pouvoir digitaliser ses process. Alors et penser aux étapes, etc. Exactement, avec des UX designers, qui sont venus faire. Et ça, c'est un sujet qui est hyper important parce que l'UX design est en train d'évoluer aussi avec l'IA générative. Et on voit maintenant des UX designers qui repensent les parcours. Mais vas-y, je te laisse. Mais ils sont toujours essentiels et ils sont toujours main dans la main avec nous sur ces sujets-là.
sujet-là. Et donc là, le sujet, c'est de dire, finalement, on va proposer une interface au client, donc qui, à ce stade, est plutôt format discussion chat écrite, mais on pourrait imaginer par la voix, ou en fonction de ce que le client démarre dans la discussion, on va peut-être pas faire état A, puis B, puis C, on va peut-être démarrer par uploader des pièces, et puis par des systèmes de RADLAD, venir lire ce qu'il y a dans les pièces plutôt que de lui redemander plus tard son nom, prénom, sa date de naissance ou ses revenus. Et donc être vraiment dans une forme d'interaction et de discussion fluide pour répondre aux besoins du client de manière plus adaptée et moins contrainte par Ouais, des par un étapes et par un process. parcours, en gardant tous nos aspects de sécurité, de conformité et tout ce qui va autour. Et ça Et marche donc bien, ça? la façon dont ça se présente finalement, donc on est sur un modèle avec un agent dit orchestrateur, qui a la partie discussion client et qui a la partie aussi coordination des autres agents. Et donc ensuite, on a un ensemble d'agents où chacun est spécialisé sur une partie finalement de ce parcours, une tâche. Et donc c'est l'agent orchestrateur qui vient les solliciter en fonction du moment, en fonction du besoin et qui a la connaissance globale des interactions avec le client. C'est ce qu'on voit régulièrement. Est-ce que ça marche bien? Mmh. Alors, juste si on se refait le truc, on a lancé le sujet, on va dire, un petit peu avant l'été. D'accord. On a été, donc on travaille ça avec les équipes aussi Microsoft. On a été à l'Innovation Hub Microsoft sur plusieurs ateliers là, dans le courant de l'été. On a fait un hackathon de 2 jours. Début septembre, où on a commencé vraiment à développer. Avant, on était sur de la conception, bien de identifier comment est-ce qu'on allait mettre tout ça en place. Et on a commencé à développer les agents sur un hackathon début septembre. Et on est en phase de POC, là, ça y est, on a l'ensemble de nos agents qui sont développés, on est en train de les tester avec tout ce qui est derrière, s'assurer que les réponses sont cohérentes, qu'elles nous conviennent, que les agents ne débordent pas par rapport à ce qu'on Mmh. veut qu'ils puissent répondre aux clients. Donc, on est en train de tester toute cette partie qualitative. On a en parallèle aussi tous les sujets d'architecture et de sécurité qu'on est en train de regarder pour s'assurer que si le POC est concluant, on pourra aller sur les étapes suivantes. Et donc, le POC, il est en cours jusque un peu avant la fin de l'année pour vraiment se faire une conviction sur est-ce qu'on va poursuivre dans cette voie. Mais à ce jour, c'est très prometteur. Top. Et du coup, pour tester les agents, ça m'intéresse. Vous utilisez une solution ou vous faites ça en interne? Alors, on fait en interne le test OK. des agents aujourd'hui avec voilà, du développement qui est fait par nos data scientists sur le sujet. Et en termes de compétences, moi, je trouve ça extrêmement riche aussi parce que ça nous amène à nous re-questionner sur Mmh. comment, alors déjà en termes d'organisation de ce genre de sujet, de ce genre de projet, qui fait quoi. Et puis demain, comment est-ce qu'on développe des agents, comment est-ce qu'on les entretient, qui a quel rôle dans tout Ouais. ça. Là, ce qu'on a vu, alors le gros avantage d'un hackathon, on met tout le monde dans la même pièce sur les 2 jours. Donc on était voilà, les coudes serrés entre l'IT, la data, les métiers, les équipes UX, UI que tu évoquais tout à l'heure, des équipes relations clients, du digital, pour avoir à la fois le côté effectivement technique sur le développement des agents, le prompting, data scientist aussi évidemment de l'équipe dans la salle, et le lien métier qui est Mmh. indispensable et qui est permanent. Ma conviction là-dessus, c'est qu'on va sûrement aller vers des équipes voilà, pluridisciplinaires, des centres d'excellence peut-être autour des agents qui viennent rassembler des compétences et des expertises complémentaires pour pouvoir créer C'est les agents très pertinents. Mais intéressant. on en est encore au début. Hein. Ouais, moi qui a travaillé dans des grandes banques et qui a fait des projets comme ça, je sais que quand on réunit toutes ces expertises-là, c'est très sympa, c'est super excitant parce qu'on est Oui, sur des projets en plus innovants. oui, Après, ce qu'il faut, c'est trouver cette BAU, ce business as usual, c'est ça. où derrière, une fois que ces agents, comme tu as dit, seront déployés, comment les maintenir. Et c'est là où peut-être que des nouvelles équipes vont arriver, hein, Ouais. des équipes spécialisées sur le maintien des agents. C'est les Euh, questions qu'on est en train mais d'étudier. c'est Ouais. vraiment une redistribution des cartes. Alors, le projet informatique en lui-même, ça reste toujours le même principe, avec l'agilité, avec tout ce qu'on sait faire. C'est ça. Mais par contre, ouais, ces nouveaux métiers qui arrivent, ces nouvelles, en tout cas, attributions de Mm. métiers. On parlait encore des UX, mais il y a d'autres attributions. On parle du data scientist, mais il y a une grosse évolution aussi sur le data scientist. Oui. Avec l'IA générative, hein, on le voit, hein, des profils un peu plus orientés AI engineer, Mm, qui mm. ont cette compétence, mais qui ne sont pas forcément dans les modèles, puisque les modèles, maintenant, on peut les appeler directement via la générative. Donc, il y a énormément d'évolution sur les métiers et c'est super excitant d'être Ouais, c'est là-dedans. passionnant. Et Je c'est pense vraiment que... passionnant. Ouais. Mm. Euh, ça, c'est très clair, la partie agentique. Est-ce que tu vois quelque chose de spécifique? On est en fin d'année 2025. Est-ce qu'il y a quelque chose sur 2026 une évolution majeure qui va arriver dans tes recherches Ah, nous, on est toujours très à l'affût Ouais, de ce qui bouge sur le marché, de pouvoir tester des choses par rapport à nos contextes, par rapport à nos besoins. Donc, en fait, je pense que l'équilibre, il est vraiment à la fois dans voilà, bien sentir les besoins de nos métiers, les sujets sur lesquels on peut apporter des solutions, tout en suivant tout ce qui est évolution du marché sur le plan technologique, sur le plan voilà, des algos et des évolutions qui sont apportées pour faire le bon match entre les deux. On ne fait pas juste la tech et l'IA pour se faire plaisir. Il y ouais. a bien le lien métier
qui est indispensable. Et donc, c'est par la bonne coordination et la bonne connaissance des 2 aspects qu'on arrivera à tenir la meilleure feuille de route, à avoir le plus d'impact. Non, mais en tout cas, c'est très clair. On sent que vous êtes assez mature sur les innovations, que vous êtes bien structuré, par définition aussi par votre groupe. Et on sent que voilà, l'humain reste quand même au centre Tout à fait. de ce cas-là, Indispensable. indispensable, que l'idée, c'est de faire des IA et d'améliorer l'expérience à la fois des collaborateurs, mais aussi des Des clients. clients aussi. Et donc, du coup, ouais, c'est vraiment dans l'air du temps et vous êtes... bravo, en tout cas, de ce que vous faites, c'est très intéressant. Merci. C'est Là, passionnant. on a vu que 10%, j'ai envie de dire, des cas d'usage, que tu nous en as évoqué plusieurs. Mais voilà, je vous laisserai vos podcasts internes pour développer et votre communication pour expliquer tout ça. Moi, j'ai un nouveau format sur la fin du podcast. Je fais une petite interview Fast and Furious. Est-ce que tu veux jouer au jeu? Allez, on y va. Sans réfléchir, l'IA chez Onet, tu la définirais en un mot. En une phrase. En un mot. Allez, en une phrase. Sinon, je prendrai un mot dans la phrase après. Surtout, l'IA pour tous et pas pour quelques experts. Ok, très clair. On a compris le message. Le dernier usage d'IA qui t'a vraiment bluffé? Celui qui me passionne en ce moment, c'est le sujet de l'agentique sur le pré-perso, sur lequel on est en train d'avancer. Ouais. Voilà, Et extrêmement sinon, prometteur. plus large, le dernier usage et la dernière innovation que tu as vue sur le marché? En fait, moi, ce qui me bluffe toujours aussi, c'est, et il y a pas mal d'évolutions aussi autour de ça, mais tout ce qui est génération, que ce soit de texte, de vidéo, vidéo, de c'est son, impressionnant. c'est vraiment, vraiment bluffant. C'est un peu flippant aussi parfois. Donc vraiment garder le bon regard critique par rapport à ça, mais ça fait partie des usages où à chaque fois je me dis waouh, c'est quand même assez. Là, la vidéo, c'est Assez choquant. dingue. En ce moment, on a atteint un palier qui est énorme sur la vidéo et on voit sur les réseaux sociaux des deepfakes hyper impressionnants. Chez vous, dans le bancaire, ça doit faire peur parce que ça fait peur aussi. Et voilà, moi, on m'envoie tous les jours, pour info. Je dis merci à tous mes amis qui m'envoient des deepfakes de moi avec tout le monde. Il y a du Voilà. fun aussi autour. Il y a c'est beaucoup de toujours fun. assez Beaucoup de sympa. fun, ça fait vraiment flipper. Si je te dis Make or Buy ou Capitalize, du coup, tu choisis quoi? Bah ouais, mais je vais être obligée de prendre les 3. J'aurais dit, tu m'as dit. Le make or buy, voilà, ouais, non, en fait, c'est vraiment, mais là-dessus, c'est pas très original comme réponse. Et si ce n'est qu'on a le capitalize quand même, que tout le monde n'a pas. Non, blague à part, c'est vraiment très dépendant ouais, du use case et Ouais. de la façon dont on veut emmener les choses, de l'impact qu'on peut avoir, de la rapidité d'exécution aussi. Enfin, on a vraiment besoin d'évaluer à chaque use case quelle est la meilleure approche. Un peu des trois, quoi. Ouais. Ok. Dans ton équipe, on n'a pas parlé du nombre, mais vous êtes combien dans l'équipe? Une petite cinquantaine. 50 dans l'équipe. La qualité que tu valorises le plus? Allez, la curiosité. On dit parfois, en tout cas, Un dans vilain la data, défaut. C'est un ce vilain n'est pas un défaut. vilain défaut. Je dirais même, pour moi, c'est un super pouvoir. Donc, être curieux et j'en rajoute un deuxième, même si tu m'en as demandé un, c'est l'esprit critique aussi. Toujours se challenger et chercher à améliorer les choses. Voilà, on a vraiment besoin de cet esprit critique, toujours pour du positif derrière, mais curiosité, esprit critique. Ok. Le plus grand mythe de l'IA que tu aimerais faire disparaître? Que l'IA va nous remplacer. Alors, je ne sais pas si voilà, certains y croient encore. Moi, je suis convaincue que ce n'est pas le cas. Évidemment, ça transforme nos jobs, ça transforme un bon nombre de métiers. Et surtout, c'est très important de s'en emparer parce que ceux qui maîtrisent l'IA, eux, pourraient plus que challenger les métiers. C'était le petit Et le combat business. entre Luc Julia et Yann Lequin. Alors, Luc Julia qu'on a reçu dans le podcast, qui nous disait que l'IA n'est pas plus intelligente qu'un animal de compagnie. Voilà. C'était le petit mot pour Luc. Une femme dans la tech ou dans la data qui t'inspire énormément. Alors c'est marrant qu'on parle de ça parce qu'on est en train de développer aussi sur LinkedIn des portraits de femmes dans la tech et dans l'IA. Ah, On en excellent. a fait 2 déjà. Et donc j'aimerais bien savoir, tiens, si tu dois Ouais, nous donner puis un nom. Tu as quelques podcasts assez sympas. J'ai quelques aussi, vidéos assez sympas sur lesquels je allez, pourrais, je vais t'en mettre un. Je aller ne sais pas si chercher. tu iras la chercher ou pas, mais tu me diras. Je ne sais pas si tu connais Daphne Koller. Ah non, ça Eh m'intéresse. bien voilà, plus un du coup dans ta liste à cocher. Elle est cofondatrice, alors ça fait quelques années maintenant, mais de Coursera. Donc ça me renvoie Coursera, à je ce connais. sujet, ouais, Coursera, je forcément, connais. de tout ce qui est, voilà, encore une fois, acculturation, Ouais. développement des compétences et en mode open aussi, qui est vraiment un credo assez fort. Et puis elle a également de belles contributions donc sur tout ce qui est autour de l'usage de l'IA et du machine learning pour les problématiques de santé. Et je pense aussi vraiment que l'IA doit être utile. Voilà, et quand ça touche des métiers, des secteurs comme celui-ci, c'est assez important. Eh ben, si elle nous écoute, avec grand plaisir pour la recevoir dans le podcast. Si tu dois faire une projection sur 5 ans, on va parler de relations clients, c'est hyper intéressant. Quelle serait pour toi, à quoi ça va ressembler, on va dire, cette relation client dans 5 ans? Avec l'IA, bien sûr. La relation client avec l'IA, dans 5 ans, déjà, elle est hyper personnalisée. Elle est voilà, différente en fonction de chacun, de son parcours, de ses attentes,
de ses appétences. Donc elle est hyper personnalisée. Elle est surtout très fluide dans l'échange, enfin un Ouais. peu comme une conversation qu'on peut avoir voilà, avec un ami qui vous connaît bien, qui anticipe les besoins et voire même, là on va retoucher peut-être à la gentique aussi, qui pourrait aller jusqu'à te proposer de faire l'action à ta place pour le dernier kilomètre. Aujourd'hui, on est Ouais. pas mal dans tout ce qui est conversationnel, etc. On commence On à commence à avoir, avoir ouais, des propositions. et si quand tu utilises des IA pour planifier un voyage, par exemple, est-ce que Mmh. vous voulez que j'aille jusqu'à comparer les prix Bon, on commence à avoir des choses comme ça, mais voilà, pour moi, dans 5 ans et certainement moins, on arrivera jusqu'à je renseigne les coordonnées de la carte bancaire et je vous envoie la Et peut-être réservation même une vidéo. derrière. Et allez, pour finir, un petit mot de la fin. L'avenir de l'IA, tu la vois comment? Alors, l'avenir, oui, on y est déjà aujourd'hui, il y a énormément de développement. Pour moi, déjà, c'est très palpitant, c'est Ouais. challengeant. On a voilà, vraiment besoin de suivre ce mouvement-là et même d'en faire partie. Et l'avenir de l'IA, il est forcément aussi humain, parce que voilà, il n'y aura pas de bonne IA sans humain. Et je reviens à vraiment ce qui m'importe énormément, et je pense que c'est un driver qu'on doit tous, enfin un cap qu'on doit tous garder, c'est d'avoir une IA qui soit éthique, qui soit bien voilà, positionnée par rapport à nos valeurs et à nos enjeux, et qui apporte un service, qui apporte de la valeur, qu'on vise Ouais. C'est marrant, satisfaction on parle client, d'IA, mais on parle développement. beaucoup d'humain. Et c'est vrai que j'ai Oui. l'impression que l'humain ressort énormément malgré tout ce qu'on pourrait imaginer et tout ce qu'on disait tout à l'heure pour le remplacement qui est complètement faux pour moi. Mais je pense que ça amènera encore plus d'humain. Le triptyque Ouais, data, humain, IA, je pense qu'on tourne toujours autour de ça. génial. Et allez, pour finir, du coup, merci pour cette interview, ça c'est fait, pour l'interview Fast and Furious. J'avais une question, c'est ce qu'on a l'habitude de faire dans le podcast et qu'on pose. C'est quoi le dernier bouquin que tu as lu en rapport avec l'IA ou pas? Ah, Ah, ça c'est une petite question un peu bonus. ouais. Dernier bouquin que tu as lu ou dernier podcast que tu as écouté ou dernier sujet qui t'a intéressé ou dernier article de blog que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a marqué Euh, sur l'IA? ouais, dernier. Alors, je suis en train de lire en ce moment, donc je ne saurais pas encore te raconter la fin, mais peut-être tu l'as lu. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le Cercle de Ça me parle, Dave mais je ne l'ai pas lu, Eggers, non, pas encore. qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Maë, qui rejoint Je suis dans une Musso, moi, entreprise en ce qui moment, pour te s'appelle... dire. Je suis Comment? pas dans l'IA, je suis dans Musso. Je lis du D'accord. Musso, tu Bah, vois. écoute, et vraiment, c'est assez bien écrit. Et donc, ouais, Maë, cette jeune femme qui rentre dans une entreprise qui s'appelle donc Le Cercle, qui en fait a un fonctionnement qui est normalement basé sur la data, l'IA, qui connaît tout grâce aux réseaux sociaux, qui vous Ouais, propose de travailler, enfin qui comment, intègre les données médicales de ses collaborateurs pour les aider à prévoir les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Tout ça pour le grand bien de tout le monde, parce que connaissant à l'avance les maladies qui pourraient arriver, on peut faire de la ouais, prévention, etc. Mais on voit assez bien poindre le côté, voilà, rassembler toutes les données à un moment, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques, sur les humains, quand bien même les intentions sont bonnes, on imagine assez vite les travers qui pourraient arriver derrière. Donc pour le moment, dans le bouquin, j'en suis dans une phase assez idyllique où elle découvre la boîte parfaite, qui l'accueille et qui prend soin d'elle, qui prend soin de ses clients. Et génial. c'est assez sympa. Ouais, je le recommande. Et j'ai commencé aussi, pareil, j'en suis au début, tu vois, je commence des bouquins, mais il faudra que je C'est revienne quand jamais bon j'aurai de lire terminé. deux bouquins en même temps, on finit Ah, jamais. j'aime bien quand même. Alors, il appréciera peut-être, je sais pas si tu le connais, Pierre-Philippe Cormeret, Ouais. qui a écrit un bouquin là, qui vient de sortir il y a très Mhm. peu de temps, sur justement comment l'IA transforme les organisations. Ça me Ça parle. m'intéresse aussi, les Mhm. organisations, les métiers, la prise de décision également. Donc voilà, j'en suis encore dans le premier tiers, on va dire, du bouquin, mais je trouve ça assez passionnant. Et ouais, toujours se nourrir et aller voir ce qui se fait ailleurs, les réflexions qui peuvent être posées par les uns les autres. Eh ben, tu nous as donné pas mal d'idées. Et j'aime bien les podcasts aussi. Ah, tu nous as donné pas mal d'idées pour nos longs dimanches d'hiver. Qui vont venir. Qui vont venir et qui va faire froid et on sera sous la couette. En tout cas, merci beaucoup Magali, c'était hyper intéressant. Je pense qu'on aurait pu faire 2 heures de On podcast. était bien parti. Mais il y avait pas mal de questions, ouais, il y avait pas mal de Merci. sujets à évoquer. Merci d'avoir accepté l'invitation. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner en bas à droite sur le petit logo. Et puis, on va vous mettre toutes les références, tout ce qu'on a cité ici. Et n'hésitez pas à repartager et à republier. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et merci à Maggie encore d'être venue. Merci Rémi, merci à tous.